Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle rencontre à l'endroit où aller, soirée Europolar, tout un programme ce soir avec les éditions Pocket. Nous avons la chance d'avoir deux auteurs parmi nous. Cécile Cabana qui a sorti Des poignards dans les sourires et Patrice Guirao, Le bûcher de Mooréa. Et surtout, nous avons la chance d'avoir quelqu'un de l'ombre, c'est-à-dire une éditrice des éditions Pocket, l'éditrice de Cécile et de Patrice, Camille Racine, que nous accueillons avec plaisir. Avant de laisser la parole à Camille qui va nous expliquer pourquoi il y a cette soirée et pour qui sont les nouvelles voix du polar, je rappelle à nos amis lecteurs qui peuvent poser des questions aux auteurs par mon intermédiaire. Alors, vous utilisez toujours le petit bouton en bas « Converser » et je me ferai un plaisir de prendre les questions à la fin puisque moi, je reste avec vous. Camille, est-ce que tu peux nous présenter la soirée très rapidement ? Bonsoir à tout le monde. Je voudrais d'abord vous dire qu'on est très très heureux de cette rencontre. Alors c'est complètement neuf. D'habitude on fait des apéros polars en vrai dans des bars et le confinement nous a forcé à réinventer des choses et je voudrais vraiment remercier l'équipe d'un aller-retour pour cette belle initiative parce que tout ça c'est grâce à vous et qui va nous permettre de nous rassembler et d'échanger dans un espace qui est vraiment privilégié. Ce soir, nous avons 3 libraires partenaires. La librairie Un Petit Noir basée à Lyon, Marie de la librairie Irigoyen, chez qui on a fait un apéro polar l'année dernière, donc bonsoir Marie, et à Bayonne, et la librairie Le Fayard à Rennes. Donc merci à ces 3 librairies et j'invite évidemment les lecteurs à rendre visite aux libraires de ces 3 librairies pendant l'été. Ce soir, vous l'avez dit, on a la joie d'accueillir 2 auteurs du catalogue Pocket, Cécile Cabana et Patrice Guirao. Et ces 2 auteurs ont la particularité, merci Nathalie, d'être dans la sélection Nouvelle Voix du Polar, qui est un prix de libraires et de lecteurs qui rassemble vraiment toute la communauté. Et c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention des lecteurs sur des univers que nous, on a trouvé complètement incroyables. Et si vous voulez participer à ce prix, je vous invite à consulter le site des éditions Pocket, soit comme libraire pour vous inscrire, soit comme juré pour faire partie des membres du jury. Alors, je vais vous dire ce soir pourquoi moi, j'ai choisi Cécile et les livres de Cécile et Patrice. Quand je les ai reçus, Cécile, déjà, j'ai adoré ce titre. Je me suis dit, ça présage d'une intrigue un peu incroyable. Et dès les premières pages, je me suis dit, voilà, on est dans un thriller familial, domestique, qui est made in province, puisque ça se passe en Auvergne, et qui va être digne des plus sombres faits divers. Pourquoi ? Tout simplement parce que Cécile va s'emparer avec brio d'une thématique qui est une thématique de la vraie vie, qui est celle de la disparition, des disparus. Et là, c'est un père de famille qui disparaît du jour au lendemain, et d'un coup, l'enquête se met en branle. Et ce qui est très étrange, c'est que sa femme, elle ne va pas tout de suite voir la police. Alors pourquoi ? Ça, vous le saurez en lisant le livre de Cécile. Il y a une galerie de personnages plus troubles les uns que les autres qui, moi, m'a beaucoup plu et a un côté huis clos provincial qui est très étouffant. Patrice, il m'a emmenée à des milliers de kilomètres de Paris. Moi, je ne connaissais rien à la Polynésie. Et Patrice, il est l'auteur du Bûcher de Mooréa, et qui est une intrigue qui met en scène une journaliste et une photographe qui sont amenés à partir en reportage pour couvrir un festival de danseurs de feu. Et en fait, ce qu'elles vont découvrir, c'est un bûcher et elles vont s'improviser toutes les 2 enquêtrices. Et Patrice, quand on découvre son univers, on est comme catapulté là-bas en Polynésie. Alors heureusement, il y a un glossaire à la fin de son roman pour comprendre tous ces mots polynésiens. Et bientôt, il va vous parler du mana. Et une fois qu'on a découvert ce qu'est le mana, et ben, ça reste là pour la nuit des temps. Et il vous parlera aussi de son appellation de polar azur, noir azur, qui est un hommage à Simenon. Et voilà, c'est incroyable. Et Patrice aussi vous parlera de son activité de parolier. Et quand on lit son livre, on se rend compte qu'il y a une très belle tradition d'oralité qui se ressent dans l'écriture. Donc, je vous laisse la parole. Je me retire.
Merci Camille pour cette belle introduction. Alors bonsoir Cécile, bonsoir Patrice. Bonsoir. Ah oui, avant d'oublier, c'est pas un aller-retour, c'est un endroit où aller. Bon, c'est pareil, on Pardon. peut faire un aller-retour à un endroit où aller. Voilà. Donc, ouais. Donc, avant de... Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes bien installés? Parce que vous allez nous secouer un peu ce soir dans cette soirée apéro polar. Est-ce que tout va bien pour vous? Ben, pour vous, j'imagine. Est-ce que vous savez quel est le point commun de vos deux romans? Est-ce que vous avez une petite idée? Des femmes fortes, non? Patrice, une idée? Oui, je pense que la raison, ce sont des femmes. Ouais, aussi, mais moi j'aurais dit cochon grillé. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Un truc, barbecue dans les deux. C'est vrai. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être parler de vos parcours, parce que vous avez des parcours atypiques. Vous n'êtes pas du tout, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on peut utiliser le mot sérail, vous n'êtes ni flic, ni douanier, ni je ne sais pas, Comment c'est venu, vous, l'écriture, là comment ça s'est passé? Pourquoi les polars en particulier? Vous le faites très bien, hein, cela dit, hein, c'est très bien, les nouvelles voies du polar, je suis d'accord avec Camille, c'est vraiment super. Qui peut pas commencer? Qui commence? En fait, Cécile, vous êtes journaliste de formation. Bon, ça peut se comprendre. Oui. Mais vous avez quand même un parcours atypique. Parce que journaliste des maternelles pour arriver à écrire sur une disparition de corps, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, moi, quand j'ai commencé le journalisme, j'étais une grande spectatrice de Faites entrer l'accusé. Et je rêvais de traiter le fait divers dans un documentaire. Je me disais, c'était le Graal, quoi. Et c'est vrai que j'ai travaillé au magazine de la santé, j'ai fait les maternelles, j'étais pas vraiment dans ce milieu-là. Et puis l'occasion s'est présentée un jour, et puis j'ai attrapé le virus, quoi. Les journalistes qui traitent le fait divers ont une passion pour ça. C'est très étrange parce que c'est quand même un domaine assez particulier. Moi, je suis quelqu'un d'assez pudique et j'avais vraiment du mal parfois à aller chercher les témoignages. On fouille un peu les poubelles de temps en temps, mais pour moi, c'est passionnant parce que c'est un peu les tragédies grecques modernes, quoi. Tout est réuni dans un polar, tout est réuni dans le fait divers. Ce qui m'a donné envie en fait de faire de la fiction, c'est qu'au bout d'un moment, j'en ai eu assez des contraintes journalistiques. J'ai eu envie de m'en émanciper, j'avais envie de liberté et je me suis lancée. Voilà. Et Patrice, vous êtes parolier, je pense. Comment on passe de la chanson à des trucs morbides comme ça? Tout ce qu'on ne peut pas dire dans les chansons, on le dit ailleurs dans un roman? Comment ça se passe? Oh, il y a bien des chansons qui sont hyper morbides dans le catalogue de ce garçon. Non, on passe pas la chanson. Non. Il y a plein de raisons qui font qu'on arrive à l'écriture de romans. L'une des raisons pour lesquelles moi j'ai fait du polar, c'est parce que sur le territoire dans lequel j'évolue et je vis, c'est un secteur qui n'était absolument pas abordé par aucun des auteurs polynésiens. Et je pense que le polar a cette particularité, cette opportunité de pouvoir positionner une société à un moment donné. Et en fait, on est obligé de s'inscrire dans cette société-là, donc un peu de la décrire. Et je suis pas passé directement à ces polars un peu lourds, un peu morbide, oui, un petit peu, qui est le bûcher de Montréal. J'ai d'abord écrit toute une saga de polars plutôt pastiche, donc un peu léger et un peu humoristique, qui m'ont donné l'occasion de faire une espèce d'hommage à Tahiti sans toucher à la sensibilité de qui que ce soit. Parce que quand on fait du polar noir, forcément, on va toucher des cordes qui ne sont pas forcément des cordes qui donnent des notes justes. Ils ne font pas mal aux oreilles, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que moi je suis arrivé au polar, d'abord par le pastiche du polar et ensuite par le polar noir. Alors vous avez raison, dans vos deux romans, il y a des femmes. La place des femmes est en premier plan. Alors moi j'ai une question. Alors d'un côté, Cécile a choisi, j'ai envie de dire, la formule la plus classique, c'est-à-dire qu'on a un lieutenant de police avec, voilà, alors que vous, Patrice, l'enquête n'est pas menée par des flics. Le flic, il est secondaire. C'est une journaliste et une photographe. Pourquoi ce choix, justement? Alors bon, c'est un petit peu. J'en avais un petit peu marre maintenant dans les polars de voir toujours un petit peu le même profil d'enquêteur, le vieux flic alcoolique ou pas alcoolique, mais qui a perdu sa femme ou ses gamins, qui subit difficilement sa vie et qui trouve une
nouvelle vie, une nouvelle façon d'exister à travers ces enquêtes. C'est un petit peu, bon, c'est un petit peu toujours, bon, je caricature, hein, mais on est toujours un petit peu dans le même type de profil. Et j'avais envie d'avoir des gens qui avaient d'autres problématiques, et de vraies problématiques, qui puissent tenir une enquête comme on pourrait la tenir nous-mêmes, enfin, vis-à-vis desquelles on pourrait s'identifier. Je trouve que ces deux femmes ont de réelles problématiques. L'une a une problématique avec son appartenance, d'où elle vient, qui elle est, tous ces conflits. Et elle représente bien en même temps toute cette ambiguïté de la Polynésie entre le peuple autochtone et le endogène, ce qui vient de l'extérieur. Et puis, cette autre femme, qui est polynésienne elle aussi, et qui a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisqu'elle a une tumeur dans le cerveau dont on ne connaît pas la nature, et qui pose un problème existentiel de vie et de la qualité et de la valeur du quotidien. Et je pense que ces deux problématiques portées par deux personnages qui mènent une enquête sont aussi une façon de pouvoir exprimer autre chose et parler un peu plus de la vie, du quotidien des choses. Alors Camille a très bien résumé vos deux romans. On va essayer de ne pas déflorer quoi que ce soit parce que c'est sûr que si on spoil un polar, c'est fini, on va se faire tuer par tous les lecteurs. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Cécile, c'est qu'il y a aussi une histoire de famille. Donc là, on revient au classique et il y a aussi de l'humour dans vos deux romans, sauf que c'est fait différemment. Cécile, elle a choisi de faire parler. L'humour, c'est chez la légiste. Alors, je peux vous le dire, les légistes sont des gens très drôles. Ça, c'est sûr, je confirme. Et Patrice, lui, il a choisi un autre moyen d'avoir quelque chose de drôle, entre guillemets, qui est un petit personnage inattendu. Pourquoi avoir voulu... Est-ce que c'était pour faire de la légèreté dans vos crimes qui sont atroces, parce qu'ils sont un peu similaires, vos cadavres. On ne va pas trop dévoiler, mais en fait, il leur manque des membres. Et ça m'amènera à une autre question aussi très technique après, mais pourquoi avoir choisi d'amener un petit personnage, Patrice, comme ça? Parce que ça m'a permis aussi de pousser un petit peu les limites des codes du polar en y introduisant un petit côté un peu fantastique en soi. Et ça permet aussi de faire dire ou de dire des choses qu'un humain ne dirait pas naturellement. Donc voilà, c'est un petit personnage comme ça qui représente quelque chose de réel, c'est la conscience d'un autre personnage. Et puis j'aime bien cette présence inattendue de ce petit rat là, qui se faufile un peu partout. Alors, il y a un truc qui est commun à vos deux romans, c'est la combustion. Pourquoi avoir choisi ce moyen? Parce que c'est pas le plus facile hein, pour j'allais dire cuire, mais c'est pas, excusez-moi, c'est une déformation. Pour tuer quelqu'un par combustion, quand même, il faut beaucoup de bois, il faut du temps. Pourquoi avoir choisi la combustion? C'est voulu pour la lenteur dans le processus de l'enquête ou pas du tout? C'est parce que ça vous plaisait d'avoir une combustion? Je vais répondre avant. Dans mon cas de figure, c'est plutôt toute la symbolique que ça représente, le feu dans ces civilisations-là. Et en fait, la crémation n'a pas été faite pour supprimer les cadavres, mais pour monter l'horreur de la mort, l'horreur de ce qui est fait à l'individu, de ce qui est fait au corps, et pas forcément que dans le cadre d'un crime, mais dans un cadre souvent plus général et plus ouvert. Dans nos sociétés, on maltraite énormément les corps pour des raisons qui sont toujours de mauvaises raisons. Donc c'est cette symbolique du feu qui m'a poussé à ce bûcher, qui n'est pas le seul crime dans le livre. Voilà. Alors, on rassure les amateurs de polar, les crimes vous allez adorer hein, parce que c'est bien, c'est assez costaud. Cécile, vous, pourquoi la combustion? Parce que vous, c'est important, vous, dans la combustion dans votre roman. La combustion est une... J'ai voulu la combustion pour montrer l'amateurisme, en fait, du tueur. Dans les affaires de faits divers que j'ai eu à traiter, souvent, il y a de la combustion. Le problème, c'est que pour réussir sa combustion, on entre dans des détails un peu techniques, hein, mais il faut des heures et des heures et des heures. Et c'est extrêmement compliqué. Il faut bûcher. 10 heures, la combustion d'un corps, c'est 10 heures. Voilà. Et donc, ça rate forcément. Ça rate. Et c'est ce qui s'est passé avec mon cadavre. Du coup, on sent l'amateurisme aussi de mon tueur qui n'a pas utilisé que la combustion, mais qui a été testé d'autres choses pour qu'on ne reconnaisse pas en fait le cadavre. Donc, c'était plus pour marquer le petit côté. Ça devait permettre à mes policiers de se dire, là, on a affaire à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tuer, quoi. Alors, vous êtes dans un univers opposé. On a les îles d'un côté et on a l'Auvergne de l'autre.
Pourquoi le choix de l'Auvergne? Parce que on peut plus facilement tuer en Auvergne parce qu'on est paumé. J'extrapole, hein, bien sûr, j'ai rien contre l'Auvergne. Hein. Mais pourquoi ce choix? Alors, j'ai choisi l'Auvergne parce que j'ai des attaches familiales et que je trouve que c'est une région qui a des nuances qui sont vraiment intéressantes. Et notamment l'hiver, c'est une région qui peut avoir des paysages absolument sublimes, déserts. Et en même temps, il y a toujours une forme de mélancolie qui se dégage de certains petits coins un peu perdus, un peu paumés. Et j'avoue, parce que j'ai quand même un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que j'aime tellement le fait divers et j'en ai tellement traité que quand je me balade en Auvergne, il arrive que je dise à mon mari « Ah, ça fait une belle scène de crime. » Donc j'ai un décor, je le visualise et je trouve que j'arrive pas à vivre ça ailleurs qu'en Auvergne. Je trouve que c'est la terre idéale pour le polar. Elle est parfaite. Et vous, Patrice, est-ce qu'un jour vous écrirez un polar qui ne se passe pas dans les îles? Oui, bien sûr, j'en ai déjà écrit un. Et il y en a un autre qui sort en septembre, qui n'est absolument pas lié aux îles, qui se passe à Boston. Et donc voilà, donc je suis attaché à mes îles, je suis attaché à ces lieux. Et je trouve que c'est intéressant dans la Polynésie, c'est qu'en fait, il y a le mythe du paradis, ce mythe qu'on partage tous. Et en même temps, il y a une réalité. Et on a beaucoup de mal à toucher au mythe, quoi. C'est un peu tabou, un peu interdit en même temps, parce qu'il représente aussi une économie quelque part. Et j'aime bien cette espèce de contraste avec aller chercher un petit peu, gratter un peu là où ça fait mal, dans les cicatrices qui sont encore là. Et voilà pourquoi la Polynésie est aussi un terrain de jeu, quoi. Et dans ton cadre, Patrice, pardon Nathalie, Non, vas-y. le bûcher de Mooréas se passe sur une petite île qui a ses particularités géographiques, culturelles, très très spécifiques. Et ton autre roman sorti là en grand format se passe sur une autre île avec d'autres particularités. Donc on pourrait à tort penser, tout ce qui se passe en Polynésie, c'est les mêmes conditions, les mêmes réactions, etc. Et en fait, quand on le découvre, Patrice, on s'aperçoit qu'à chaque atoll, à chaque île, il y a des traditions qui sont reliées et qui sont très très fortes. Qui sont différentes, effectivement. C'est très vaste, c'est un petit peu comme la métropole. Hein. Je pense que la vie en Auvergne n'est pas la même que celle à Paris et qu'on ne fait pas les mêmes choses dans les deux endroits. Et les crimes ne sont pas les mêmes et on ne risque pas de se faire renverser par un tramway ou se jeter sous les roues d'un métro en Auvergne. Par contre, on peut le faire à Paris. Et à Tahiti, c'est un petit peu pareil. C'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, on a, selon les lieux, selon les îles, on a une approche de la vie, d'un quotidien qui est différent et forcément des valeurs qui se mettent en place de manière nécessaire. La pêche sur un atoll n'a pas le même sens que la pêche sur la capitale. La capitale, on va acheter le poisson au marché. Sur un atoll, on ne va pas acheter le poisson sur le marché. Il faut aller le pêcher. Et si on ne peut pas pêcher, il faut que le voisin vienne nous apporter une partie de sa pêche. Il y a une solidarité qui se crée autour du quotidien de la vie dans des lieux qui sont complètement isolés. Les lieux qu'on fantasme à la Robinson Crusoe, ça n'a strictement rien à voir. Un type qui vient ou une femme qui vient s'installer comme ça sur un atoll, vient avec ses avec tout ce qu'elle a vécu et qui va lui manquer. Quelqu'un qui naît sur un territoire qui est réduit à un confetti sur l'océan, il va vivre avec ce qu'il a. Il ne vit pas dans le manque, il vit dans l'implication de son quotidien, de son environnement. Donc ça crée des façons de voir le monde totalement différentes. Et ces confrontations entre ces mondes, non pas d'opposition, mais bon, tellement différents, font naître aussi des situations un peu particulières. Donc c'est vrai qu'on ne vit pas, et on n'a pas les mêmes problématiques qu'on vit dans les Marquises, qu'on vit au Gambier, au Tuamotu, les Soulevant, Tahiti, tout ça. C'est un peu différent. Il y a énormément de similitudes, bien entendu, des approches des croyances et tout ça qui sont un petit peu, on retrouve un peu partout pareil, et puis de la mort, et puis du paradis, tout ce qu'on voit, quoi. Mais il y a ces différences-là qui permettent aussi d'évoluer différemment dans l'écriture. Alors, on entend un coq, mais parce que Patrice est en Polynésie française et qu'il, lui, il vient de se lever. Donc, ce n'est pas nous. Hein. Je tiens juste à faire un pardon, mais c'est très bien. Vous entendez le coq, hein. Je vous en chose sur ces coqs. Les poules et les coqs sont en liberté. C'est des poules et des coqs sauvages. Elles volent. Donc, on voit des poules et des coqs voler et passer devant soi comme des oiseaux normaux. Et c'est très rassurant quand même. J'aime bien.
Excusez-moi pour le matin. Dans vos deux romans, les liens familiaux sont très importants, surtout chez Cécile, puisqu'il est question d'une histoire de famille. Ça va se passer dans une famille presque un huis clos, mais finalement, la mère de famille, elle est terrible. Ils sont tous terribles dans cette famille. Est-ce que c'était important pour vous de traiter les liens familiaux comme ça, Cécile? L'intention au départ, c'était de raconter la lente descente aux enfers d'une famille confrontée à un drame, à la disparition d'un proche. Et l'idée, c'était de gratter un peu le vernis de cette famille qui est bien sous tout rapport, qui est une famille bourgeoise à Vichy. Les apparences sont vraiment importantes. Et puis, au fur et à mesure, on gratte, et on se rend compte que ces gens-là ont vraiment des personnalités très complexes qui désarçonnent complètement les policiers. J'avais envie en fait d'avancer pas à pas et qu'on se rend compte que déjà la victime est un type très particulier et puis finalement tous les membres de la famille deviennent des suspects potentiels pour les policiers et j'avais envie qu'on se perde un peu dans que le lecteur se demande à chaque page mais qui a pu faire le coup quoi. Et l'idée, c'est au départ, en fait, j'étais très inspirée. Il y a un film qui m'a énormément marqué, qui est sorti en 98, qui s'appelle Festen, de Thomas Vinterberg. Ce film m'a énormément touchée, bouleversée. Et quand j'ai eu l'idée d'écrire cette affaire, je me suis dit, il faut aller chercher au fond des familles ces vieux secrets, ces cadavres dans les placards, tout ce qu'on a nié qui ressurgit quand il y a un drame, en fait. Donc, c'était l'idée au départ. Alors justement, ça m'amène à une question intéressante. Alors, Patrice, d'un côté, lui, l'enquête, donc, elle est menée par deux filles qui ne sont pas du tout policières ni quoi que ce soit. Vous avez chacun fait, alors, il y a un côté celui qui mène l'enquête et de l'autre côté le tueur. Donc c'est peut-être presque plus, chez Patrice, le tueur, il a une grosse importance, alors que chez vous, il y a la manipulation, vous jouez bien avec le lecteur. Qu'est-ce qui vous a intéressé le plus, de se mettre dans la peau de celui qui mène l'enquête ou celui qui tue, en fait? C'est quoi qui vous intéresse le plus dans le polar, la technique? Les deux sont sur un pied d'égalité ou il y en a un où il y a un côté qui vous attire plus que l'autre? Pour moi, c'est sur un pied d'égalité. Enfin, l'essentiel étant que le lecteur soit... Moi, j'aime être un peu perdue par l'auteur de temps en temps. En tant que lectrice, j'aime qu'une histoire me désarçonne. Je veux vraiment avoir une surprise à la fin. Et finalement, c'était ça qui m'importait. Alors, l'enquête policière, elle est importante. J'essaie de la rendre la plus rigoureuse et vraisemblable possible. Mais je dirais que ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller chercher au cœur de ces personnalités qui sont un petit peu comme des oignons. On enlève les enveloppes, on découvre un cœur qui nous surprend. Et c'était mon intention au départ, en fait. Et vous, Patrice, vous êtes plutôt tueur ou flic? Moi, je trouve ça jubilatoire. Franchement. Non, mais Patrice, il est joueur, en fait. Il aime bien jouer avec le lecteur. Il aime bien... Oui, il y a un peu de ça aussi. Mais en même temps, c'est vraiment... Enfin, c'est jubilatoire d'être dans la peau d'un assassin, criminel, si on voudra, et la peau de gens qui se posent des questions. En fait, on est tous tout ça en même temps. On est tous qu'on le veuille ou pas, on est tous en limite de quelque chose. Là, on est tous les cinq. Il est possible que demain, l'un d'entre nous soit une victime, ou il est possible que l'un ou l'une d'entre nous soit un criminel recherché. On est toujours à un fil de la frontière, de passer d'un côté du spectateur des choses à en faire partie de manière concrète. Donc, je trouve ça assez jubilatoire d'y aller avant et de se mettre dans la peau des uns et des autres. Donc, j'ai autant de plaisir, moi, à écrire en tant que criminel, qu'assassin, que truc assez odieux, que me mettre dans la peau de ces deux femmes qui vont chercher, essayer de voir une vérité qui est un peu plus large que celle qu'elle attendait, et puis se servir de ça pour donner un peu... Pour mettre un peu le projecteur sur d'autres problèmes qui passent un petit peu à l'as en ce moment, en raison de tous les autres problèmes politiques du monde, quoi. Alors justement, j'ai relevé deux phrases dans votre roman, Patrice. Est-ce que c'est important pour vous de faire passer des messages comme ça? Vous dites « Le métissage est l'avenir du vivant. L'hybride doit se construire et s'inventer seul ». Est-ce que c'était important aussi de faire passer des messages dans ce roman?
Bah, c'est toujours un petit peu, je pense, hein, il me semble que c'est un petit peu la volonté de l'auteur que d'essayer de faire passer quelques messages sans être ni professoral, ni moralisateur, mais un petit peu donner un avis sur son propre vécu et voilà nos conclusions à un moment de notre vie. Ben, de temps en temps, on a envie de les partager. Et puis, effectivement, oui, j'aime bien passer quelques messages. Et dans celui-ci, il y a plusieurs messages, à mon sens. Un message politique, c'est assez évident. Un message de fraternité, c'est aussi évident. Un message de recherche de ce que nous sommes et pourquoi pourquoi nous vivons, quel est vraiment l'objectif général de cette mascarade de l'humanité. Enfin bon, je vais un peu fort là-dedans. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a des messages, bien entendu. Cécile, qui a l'air toute calme comme ça, est capable de nous faire mettre un grand coup de pied dans une famille qui a l'air tout bien sous tout rapport, ou nous balancer des phrases comme « le tueur nous a livré comme une pièce de viande sortie de l'abattoir ». Vous avez quand même des phrases. Vous avez travaillé comment? Vous êtes entouré de professionnels, pas du crime, hein, parce que j'espère que vous n'en connaissez pas, mais est-ce que vous avez travaillé, justement? Bon, moi, je me suis documentée, mais en fait, alors, moi, je ne fais pas de plan au départ. C'est-à-dire que j'écris, les choses viennent, je tire un fil. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Et du coup, au fur et à mesure, je pars chercher la documentation qui m'est nécessaire au moment où je suis en train de travailler une partie. C'est vrai que ce polar-là, ce premier, il est très inspiré des affaires que j'ai pu traiter en tant que journaliste. Il y a des éléments qui viennent de différentes affaires. J'ai besoin d'une base réelle. J'ai besoin pour après prendre des libertés, mais il faut que j'ai un socle. Donc voilà, il y a de la documentation, en effet. Il y a quelques coups de fil passés à des policiers. Pour pas dire trop de bêtises, je travaille comme ça, ouais. Il y a un autre aussi point commun dans vos deux romans, c'est la place que vous faites à la littérature. Alors chez Cécile, c'est dans le titre, on va y revenir après. Et chez Patrice, c'est beaucoup plus subtil puisque c'est ce petit rat qui va nous faire parler sur la littérature parce que lui, il lit beaucoup. Et il en a après Gilles Deleuze. Ça m'a un peu énervé parce que moi, j'aime beaucoup Gilles Deleuze. Mais c'était très drôle. Ouais, alors pourquoi ce titre tiré de Shakespeare, Cécile? Parce que c'est une citation qui m'avait touchée. Oui. C'est une citation qui m'avait touchée adolescente. Ça remonte, cette histoire. Elle est toujours restée dans un coin de ma tête. Et d'ailleurs, du coup, l'adolescent de la famille Renan épingle cette citation sur le mur de sa chambre. C'est un peu ce que j'ai fait à 16 ans, 15-16 ans. Parce que finalement, elle dit tout. Je trouve qu'elle résume l'ambiance de la famille Renan. C'est à la fois la menace et puis l'hypocrisie qui règne dans cette famille où les liens sont complètement factices, en fait. Et elle est terrible cette phrase, mais je trouve qu'elle colle parfaitement à l'ambiance de ces gens. Moi, je trouve que le petit rat de Patrice, il est génial parce qu'on devrait faire ça, c'est-à-dire manger les livres pour les ingurgiter, pour les retenir. J'ai trouvé ça fabuleux. Et puis, il y a beaucoup d'influences, hein, parce qu'il y a du Kafka, il y a du Dante, il y a du Machiavel. Bon, c'est pas par hasard, j'imagine, ces trois auteurs. C'était important aussi de placer les auteurs que vous aimiez dans votre roman. Ben, ça s'est fait un peu naturellement. À partir du moment où ce rat est apparu dans mon imagination, ce petit rat qui a vécu toute sa vie dans une librairie, une vieille librairie à la frontière espagnole et qui s'est gavé de bouquins parce qu'il ça a bouffé et qui s'est nourri de littérature sans même savoir que c'était de la littérature. Et je pense que c'est intéressant, hein, c'est faire de la prose sans savoir qu'on fait de la prose. Et oui, en fait, on passe notre vie, pour beaucoup d'entre nous, on passe une grande partie de notre vie à ingurgiter des textes, des livres, et au bout du compte, quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'il n'en reste enfin, en tout cas pour moi, parce que j'ai une mémoire qui part en vrille très rapidement, il en reste finalement que l'haïku du livre, quoi, l'essence même du livre. Et ce rat-là, qui n'est pas forcément quelqu'un qui va faire de l'analyse littéraire, a ses références et elles tombent, j'espère, à chaque fois un petit peu à point par rapport à chaque condition de vie, à chaque moment de la vie. On a forcément un auteur auquel on peut se référer et qui lui aussi a eu un avis sur ce moment-là et donc on peut transmettre cet avis-là. Ça n'est qu'un avis parmi d'autres choses qui n'est pas forcément le meilleur.
Voilà, donc oui, moi ça m'a beaucoup amusé en fait de faire référence à cette pâle-là pour ceux qui la veulent. Si vous le voulez bien, on va avoir une petite lecture. Frédéric va nous faire une petite lecture. Je pense que c'est maintenant. Ah, avec plaisir. Voilà. Penché sur les cadavres pour s'assurer qu'il les avait bien calés, Naël aurait juré avoir entendu quelqu'un. Il pouvota doucement. Personne. La tension, le stress, la fatigue avaient dû lui jouer un tour. Il se saisit de la torche et se redressa. « Alors, tu livres à domicile ?» Plus de doute. Cette fois, quelqu'un avait bien parlé. Son sang se figea. Un témoin. Il ne manquait plus que ça. Il balaya la pièce avec la torche. La voix provenait de l'endroit où se trouvaient les cuves. Était-il possible qu'un SDF ait élu domicile dans le transformateur ? Cela pouvait expliquer pourquoi la porte avait cédé si facilement. Il fit quelques pas pour éclairer l'espace étroit derrière les cuves, tout en sachant qu'il était impossible que quelqu'un se tienne à cet endroit. « Je suis là !» Le son était monté jusqu'à lui. Il baissa le faisceau lumineux vers le sol en ciment et éclaira un rat. Un gros rat, au museau fébrile, assis sur ses pattes arrière, au sommet d'une petite pile de livres moisis. « Baisse ta lampe, ça me fait mal aux yeux !» Naël bondit en arrière. Le rat venait de lui parler. C'était impossible, il le savait, et pourtant il l'avait entendu. Ou bien il était en train de perdre la raison. « Oh, tout doux, mec. Ici, il faut mesurer ses gestes. Si tu sautes comme un cabri, tu vas nous faire griller. Calme-toi. » Naël ferma les yeux pour tenter de recouvrer ses esprits. Il était certainement victime d'une hallucination. Tout allait rentrer dans l'ordre, il devait juste se détendre, penser à autre chose. Au problème que lui posait le meurtre d'Ariane, ça c'était du réel. Il devait trouver qui l'avait assassiné. Il rouvrit les yeux. Le rat était toujours là. Et il le scrutait avec ironie en mâchant calmement un morceau de papier noirci arraché à l'un des livres sur lesquels il se tenait. « C'est pas le temps qui les a rongés, c'est moi. L'année dernière, je me suis tapé Proust, traduit en espagnol, indigeste, me suis fait chier, je peux pas imaginer. Là, je me régale. C'est la mort heureuse de Camus. » Le rat montra du museau le livre au-dessous de lui. J'ai dévoré. Sous le choc, Naël se surprit à parler à voix haute. « Mais ce n'est pas possible. Je dois rêver, un rat qui parle, c'est n'importe quoi. »« Est-ce que tu m'entends » lui demanda le rongeur. Naël était abasourdi. Il braqua sa torche sur le rat, à ses pieds. Devait-il rire ou s'enfuir? Le rat tourna la tête sur le côté. « Vire ta lampe, mec. Tu m'aveugles, je te dis. Bon, tu m'as entendu? Tu m'entends ou tu m'entends pas ?» Naël lui répondit machinalement. « Oui. » Un oui à peine audible, mais un oui. « Alors c'est que je parle. C'est aussi simple que ça. Si tu m'entends parler, c'est que je parle. T'as plus besoin de te poser la question. Affaire classée. Mais vise ailleurs avec ta lampe, tu veux ?» Naël finit par détourner le faisceau de la torche. « Merci, pas trop tôt. » Le rat marqua un temps d'arrêt avant d'ajouter. « Moi, c'est Gaspard. » Comme Naël ne réagissait pas, il enchaîna. « Je sais, c'est pas original pour un rat. Mais quand mon tour est arrivé, mes vieux avaient épuisé leurs réserves. Restait plus que celui-là dans la besace, Gaspard. On fait avec ce qu'on a. Après, pour tout avouer, s'il m'avait baptisé Marcel, comme mon 6e frère, j'aurais pas aimé non plus. Le malheureux n'a même pas eu le temps de lire Proust. Il n'est même pas arrivé à la Madeleine, il est mort à Châtelet. Une partie de boulettes russes, il a bouffé la verte, fatale. » Naël ne pipait mot. Il ne parvenait pas à se faire à l'idée qu'il écoutait un rat. Face à son silence, le rongeur poursuivit en lui désignant pour la 2e fois la pile de livres sur lui. « Comme tu peux le constater, je suis un rat de bibliothèque. » Il émit des petits sons aigus que Naël assimila à un rire. Il se gifla violemment pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. La douleur lui confirma. « Gaspard, tu dis? Et tu es un rat. Et moi, je t'entends parler et je te réponds, c'est bien ça. » Gaspard acquiesça, Naël s'appuya contre le mur. « Je crois que je deviens fou. » Merci Frédéric pour cette belle lecture. Au moins, ça dévoile pas, ça dévoile rien. Non, ça dévoile rien, juste que le rat lit et qu'il parle. Voilà, oui. Voilà, j'ai pas encore fini, mais je me régale avec ce petit rat. Qui n'est pas un code du polar pour le coup, hein. Non, du tout. Non, c'est vrai. Mais qui amène ce côté justement fantastique dont tu parlais tout à l'heure et qui rappelle que dans ces îles, les animaux, les symboles, les arbres, les pierres, tout parle aux humains. On retrouve ça dans beaucoup d'îles.
Oui, mais pas que dans ces îles-là. Je pense que c'est une constante de l'humanité qu'on oublie avec le temps. Mais Oui, oui, voilà, la réalité là, oui, tout parle. Tout parle. oui. Enfin, c'est-à-dire qu'on l'a oublié parce que surtout si tu te mets à parler à un arbre, on te regarde un peu bizarrement. Donc Ben, c'est quand on fait parler compliqué. à un rat, c'est pareil. Quand on fait parler à un rat, il y a des gens qui nous regardent un peu de travers. Je te confirme. Alors oui, 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 j'ai le souvenir d'avoir déjà parlé à une souris, effectivement. Donc c'est Ah, effectivement. À mon chien tous les jours, hein, je vous rassure. Oui, mais les chiens, ça passe mieux, je crois. Je sais pas. Les légistes parlent beaucoup aux morts aussi. et c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on accepte plus facilement qu'un être humain puisse parler à un animal domestique, un chien, un oiseau, un hamster, et on trouve aberrant qu'un rat puisse à son tour répondre et parler et communiquer avec quelqu'un, alors que dans la vie quotidienne, on communique avec un oiseau, enfin, quand on l'a domestiqué, et ça ne gêne personne, ça ne choque personne. En revanche, ce petit rat-là, ben, comme il n'était pas dans les codes du polar vraiment, ben, parfois il peut déranger le lecteur. Mais bon, J'ai eu un récit d'un type qui avait parlé à un tigre et le seul truc qui lui est venu parce qu'il avait rencontré le tigre, c'était pas prévu. Il lui a dit gentil, gentil le chat. oui. En tout cas, c'est très très réussi cette façon de mêler une île, ses coutumes, les mots, tout l'entourage de tout ça. Voilà. Je fais une toute petite apparition et je repars parce qu'il faut que je lise le livre de Cécile Cabannac. Mais Cécile, elle ne fait pas parler un animal, mais je trouve que sa légiste, justement, a un rapport avec. Mais tous les légistes ont des rapports comme ça avec les corps qui sont sur lesquels ils travaillent. Tu aurais pu, pardon, je t'ai tutoyé, mais tu aurais pu faire pousser à l'extrême en faisant plus parler justement le légiste, mais c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu compliqué sur le premier. Peut-être bientôt. Ah non, alors j'ai pas pensé, j'avoue. En fait, cette légiste, elle était là pour être dans la provocation et Oui, chose qu'elle pour... fait très bien. Mais les légistes, Ouais, ce sont des provocateurs. oui, souvent, souvent d'ailleurs. Mais Sevran, enfin, qui est donc ma policière, qui arrive là, dans la région, elle vient de Paris, du 36, où elle a fait un peu ses armes. Et elle arrive dans cette région où tout le monde la regarde un peu de travers. Et la légiste, elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et elle la pousse un peu. Et finalement, il y a une amitié qui va naître entre ces deux femmes, alors qu'au départ, ça démarre quand même très, très mal. Et c'était... la légiste, elle était là pour compliquer encore un peu les choses, en fait. J'avais envie de rapports vraiment, mais compliqués. Mais Cécile, elle a eu envie dans son roman de nous envoyer des messages qui nous brouillent. On ne dira rien, mais les personnages là, les personnages secondaires qui viennent nous agacer, mais bien. Ouais. Moi, j'ai envie de demander à Camille comment elle a intervenu justement dans ses romans. Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as fait? Non, j'imagine que tu ne fais pas changer. Est-ce que par exemple les couvertures ont changé par rapport au grand format? Avant qu'on passe aux questions, je donne juste la parole à l'éditrice quand même. Eh C'est mieux. bien, en fait, c'est deux très bons cas, Cécile et Patrice. Donc, en tant qu'éditeur poche, on travaille avec des éditeurs grand format. On a des liens privilégiés avec les éditeurs qui sont au sein de notre groupe. Donc, Robert Laffont, Sonatine, Fleuve, je pourrais en citer plein. Et donc, on fait une sélection très précise des titres à qui on souhaite donner une seconde vie en poche. Donc, tous les livres n'ont pas l'occasion d'aller en poche. Et là, dans le cas des couvertures, alors pour Patrice, c'était une création de Robert Laffont que j'ai trouvé très, très réussie et qui correspond à l'univers. Et donc, je me suis dit, bah, on va la garder. Et puis, Cécile, j'aimais beaucoup la couverture au grand format qui était très différente. C'était un verre de vin qui était renversé. Mais moi, quand je l'ai ressenti, j'ai visionné toute cette région. Et j'avais envie que sur cette couve, on sente qu'on était en France, qu'on était en province et qu'il y a une maison de famille et que là, il va se passer des choses. Donc, c'est vrai que quand le livre sort en poche, on a l'occasion, et on en parle avec l'éditeur grand format et avec l'auteur, de changer la couverture pour cette seconde vie ou alors de la reprendre. Donc là, c'était deux cas intéressants. Et pourquoi cette couleur sépia un petit peu? C'est juste pour faire une ambiance polar plus prononcée? Oui, et puis ça rappelle les photos de famille. Ouais, c'est ça. Tout le code de la famille là revient en force.
Et comme Cécile, elle a réussi cette prouesse, elle passe au scalpel toute la famille. Ah oui, ça, il n'y en a pas un qui Et tout le monde sera bien pour l'hiver. Hein. Et dans votre famille, ça se passe bien, Cécile? Ils l'ont lu, ils sont pas dit là. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Non, parce que... Ah non, mais je vous assure, tout va très bien. Non, je sais pas ce qui m'a. J'avais envie de ça, ouais. C'est bizarre. Hein. Non, mais c'est Festen. D'ailleurs, je conseille de revoir Festen. C'est un film génial. Et voilà, ça m'a donné cette idée. Donc, il y a des questions. Il y a une première question justement pour Cécile, de Marie-Christine, qui dit que si l'Auvergne peut être le théâtre de scènes de crime, pourrait-elle les situer en Islande comme l'auteur Indridason? L'atmosphère peut être semblable ou étrange et austère de l'Islande? Alors, je suis fan absolue d'Indridason, mais je pense qu'il faut... je me sentirais pas forcément à l'aise parce que je débute dans l'écriture, donc j'ai besoin de décors que je connais. Mais c'est vrai que l'idée de l'Auvergne en l'an 2000, un hiver particulièrement rude, où tout est ralenti, où tout est compliqué, les routes sont verglacées, tout ça, ça jouait. Et c'est vrai que moi, en tant que lectrice d'Indridason, j'adore les ambiances de Reykjavik, l'hiver, il fait froid, c'est humide. Ces ambiances me parlent beaucoup et j'ai clairement été inspirée, oui. Donc, il y a de ça. Et ça pourrait se passer en Islande, oui. Peut-être qu'il faudrait que je voyage souvent en Islande. Le froid conserve beaucoup les corps aussi, ça aide. C'est sûr. Ouais. Il y a un petit message pour Patrice de Fabienne qui dit « Beaucoup d'émotions à la lecture du Bûcher de Mooréa, car je suis rentrée de Mooréa il y a tout juste un an, où j'ai vécu 4 merveilleuses années. J'ai retrouvé dans votre livre toute la beauté de cette île. Merci de m'avoir permis de retrouver ce mana. » Alors, merci, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, c'est Maoururu, c'est ça? On dit comme ça, ça se dit comme ça? Parfait. Il y a beaucoup de questions sur d'où vient ce petit rat. Oui. Ce rat, c'est un problème. Ça fait penser à Ratatouille un peu, je trouve. Il y a un petit côté Ratatouille, c'est vrai, dans l'histoire. Je ne peux pas vous dire d'où vient ce petit rat à proprement parler, parce qu'on n'a pas la maîtrise non plus de l'imaginaire, et c'est ce qui fait la force de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, si l'imaginaire devenait raison, il ne serait plus imaginaire, ce serait beaucoup moins intéressant. Ce petit rat est venu comme ça dans l'esprit. À un moment précis de l'écriture, c'est effectivement quand le passage qui a été lu tout à l'heure, au moment où l'un des assassins, parce qu'il y a plusieurs types d'assassins, va déposer ses corps dans un pilote, c'est l'idée. Enfin, non, tu sais, les trucs où on met comment ça s'appelle? Je suis en train de chercher le mot. Ouais, tu vois, bon, c'est des espèces de cubes en béton. Voilà, des grands transformateurs. Voilà. C'est un transformateur qui est en Espagne, donc il est allé foutre ses corps nus là-bas en disant avant qu'il les découvre et qu'on monte la piste, j'aurai du temps. Et je ne sais pas pourquoi, au moment où j'écrivais ça, il y avait un rat dans cette pièce. Et le rat est apparu à ce moment-là. Et je me dis, s'il est là, il n'est pas là pour rien. Et donc, je lui ai donné vie. Et c'est comme ça qu'il est apparu dans le livre et qu'il a mené sa petite vie à l'intérieur du livre avec son côté un petit peu décalé par rapport à l'histoire à proprement parler et en même temps incluse aussi puisque c'est devenu cette conscience du tueur. Il y a une question pour tous les deux de Valérie. Je suppose que les séries télé ont inspiré les auteurs pour monter ce genre de polar. Est-ce que ça vous a inspiré, vous? Bon, on a bien compris le cinéma pour Cécile, mais est-ce que les séries télé... Non, pas du tout. Pas vraiment. Non, moi, même mes motivations, c'était ailleurs. Hein. C'était un rapport très étroit que j'ai, moi, avec l'endroit, avec le lieu, avec la vie, avec les choses qui sont à dire, les choses qui sont à figer. Et l'avantage du livre et de la littérature, c'est qu'elle permet de figer des choses, de figer des mémoires, de figer des moments, des instants, des moments de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a écrit tous les uns et les autres s'inscrit dans un cadre bien spécifique sociétal. Et demain, forcément, il va changer. Et on ne pourra pas écrire demain ce qu'on a écrit aujourd'hui dans le même environnement, dans le même univers. Ce qu'on vient de vivre là va changer les modes de vie, va changer aussi le quotidien de chacun et les histoires qu'on va raconter, les histoires policières qu'on va raconter vont forcément évoluer dans un nouvel univers. Et il est pour nous, on est entre deux mondes et c'est compliqué d'écrire aujourd'hui pour demain et d'écrire demain aujourd'hui.
je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais bon, Oui, on comprend très il y bien. a 2 mois, on pouvait écrire sans aucun problème une histoire dans n'importe quelle partie de la France. On avait des repères qui étaient bien stables sur une société qui était bien installée, avec ses défauts, ses qualités. On pouvait travailler dans la matière humaine sans aucun problème, enfin, sans aucun doute que les choses changent. Mais écrire un livre qui devra apparaître dans 6 mois, sur quelle base sociétale on va se caler pour écrire une histoire qui parle demain aux gens qui vont la lire, à leur quotidien. Raconter une histoire qui se passe en 2000, en 2019 pour 2021, mais c'est ringard, c'est obsolète, ça n'a pas de sens. Et écrire l'histoire qui se passera en 2021 aujourd'hui, c'est aussi très compliqué, parce qu'il faut faire une espèce de projection sur le futur, et je trouve ça assez intéressant en même temps, personnellement. Et Cécile, toujours Valérie dit que vous savez manier la caméra. Est-ce que ça vous tenterait pas de faire l'adaptation de votre roman justement en film? Oui. Oui, non, mais en fait, c'est marrant parce que j'ai écrit Des poignards dans les sourires en visualisant toutes les scènes, parce que tout passe par l'image, en fait, chez moi. C'est vrai que j'ai commencé le journalisme en étant JRI, journaliste reporter d'image. Donc, la caméra était un peu le prolongement de mon bras et puis mon stylo. Et j'adorerais ça. C'est un rêve absolu. Maintenant, il me paraît un peu compliqué, quoi. Ce serait génial. Oui. Le confinement a prouvé que le jogging était important, mais vous prouvez que le jogging est hyper important parce qu'il y a toujours des joggeurs qui sont témoins de crimes atroces et sont toujours très importants dans les dépositions. Donc, j'invite tous nos amis lecteurs, s'ils font du jogging, à bien observer autour d'eux parce que ça peut être très important pour la suite. Oui. On ne sait jamais. On sait jamais. Oui. Geneviève a une question pour Patrice. Les messages que vous faites passer dans vos romans sont-ils en amont de l'écriture ou arrivent-ils au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire? Non, si elle parle de messages, à proprement parler, c'est qu'ils sont en moi depuis très longtemps. Ce pas des messages qui sont calculés avant d'écrire en disant tiens, je vais dire ça. C'est des choses qui sont intrinsèques à ma personnalité, à ma vision du monde. Et ils arrivent dans l'écriture au moment où je pense où c'est leur moment, voilà, où le moment de cette pensée est arrivé, donc je l'exprime. Mais il n'y a pas de... je ne cherche pas à caler des visions du monde ou des pensées dans le roman, il va falloir que je parle de ça. Non, ça vient parce que la situation se prête à une pensée. Donc, j'exprime la pensée, souvent des jugements, alors je suis contre le jugement, mais forcément, dès qu'on exprime une pensée, on donne un jugement. Bon, donc ça, je n'y échappe pas. Alors, Marie-Christine, alors c'est adressé à vous deux. Vos scènes criminelles de cadavres ou autres vous empêchent-elles de trouver le sommeil? Ah non, pas du tout. Non. Ça nous inquiète. Non, vraiment pas. Non, vraiment, non, j'ai un truc avec ça, en fait. J'ai un goût... enfin, comment dire, je ne suis pas quelqu'un de morbide, mais il y a quelque chose dans la description d'une scène de crime qui est très graphique. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Le but n'était pas d'être dans le gore. Les lecteurs, d'ailleurs, ont des avis assez différents. C'est assez amusant par rapport aux scènes de crime du livre. Certains me disent, dis donc, c'est trash. D'autres, non, pas du tout. Moi, j'ai l'impression d'être au milieu. Mais c'est l'aspect graphique de la scène de crime qui m'intéresse. Voilà, c'est assez bizarre. Et le réalisme aussi beaucoup. Comment? Et le réalisme. Oui. Pour moi, c'est le socle de tout. J'ai absolument besoin de cette base-là. J'avoue aussi que pour Des poignards dans les sourires, le cadavre qui est retrouvé au col des Goules, sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, là, pour le coup, cette scène de crime est une scène de crime que j'ai traitée en tant que journaliste et j'avais tous les éléments visuels. Ça se sent dans l'écriture. Et voilà. Et là, parce que je pense que c'était un premier, j'avais besoin de m'attacher à des choses très, très visuelles, de ne pas faire d'erreur sur l'emplacement des choses, sur la façon dont le corps était présenté, tout ça, parce que ça me semblait important, parce que tout part de là, toute la réflexion des policiers se fait à partir de là. Voilà. Et vous, Patrice, ça vous empêche de dormir? Je ne pense pas. Moi, ça fait longtemps que j'ai perdu le sommeil, donc ça ne peut pas empêcher de dormir.
Moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est plutôt la noirceur de l'humanité. C'est rien du tout, c'est que dalle nos petites descriptions de meurtres, de cadavres et tout dans les livres. C'est vraiment, c'est le haut de l'iceberg de l'horreur. Le grand de l'horreur est dans le quotidien du monde. Et c'est un petit peu, enfin, si ça sert à ouvrir les yeux sur l'autre noirceur et grandeur de cette inhumanité de l'humanité, je trouve que le polar a sa place et que ces scènes-là ont une place. Elles ne sont pas gore, elles sont juste l'émanation d'une réalité qui est encore plus laide que ça. Et c'est en ça que je dis ceux qui sont affolés par ce côté gore de nos écritures ou de nos cadavres doivent alors arrêter la lecture, ouvrir les yeux et se dire mais bon Dieu, mais d'où il sort ça? Et en fait, s'aperçoit que mais bon Dieu, ça c'est encore pire que ça, mais ça c'est encore pire que ça. La réalité nous envoie des images qui sont tellement plus violentes, tellement plus fortes parce qu'elles sont réelles que la fiction, qui elle ne fait que brosser dans le sens du poil notre goût de l'horreur. On va parler de quelque chose de beaucoup plus doux, puisqu'il y a Michel qui a une question pour vous, Patrice, par rapport à votre parcours. Vous avez écrit les paroles de Art Mengo, mais de qui encore voudrait-il savoir? Ah, oula, de plein ah, ça m'ennuie. Enfin, de plein de monde. En fait, j'ai écrit un peu pour un peu tout ce qui chante. Alors, elle veut des noms peut-être. Bon, j'ai quelques noms comme ça au hasard: Fanny, Obispo, Johnny Hallyday, Jane Birkins, Calogero, David Links, Oui, vous avez un bagage qui est assez large dans les styles. Et vous faites comment? Vous vous imprégnez comme dans vos romans des chanteurs pour écrire les paroles ou pas du tout? Si je faisais ça, je pense qu'en fait, on n'aurait pas besoin de moi. Je crois que si on fait appel à un parolier, c'est parce qu'on a envie d'avoir quelque chose de neuf, de ce qu'il est lui, de ce qu'il pense lui. Donc moi, je me suis jamais trop inquiété de qui allait interpréter ma chanson. On me demande une chanson, je développe un thème. La seule chose qui m'a passionné aussi, c'est d'écrire pour des femmes. Je fais un album entier pour Ruth Lamper. Et c'est vrai que aller chercher ma féminité profonde, pas la sienne, la mienne, et voir quelles seraient mes attitudes face aux problèmes de la femme, c'est quelque chose qui m'a intéressé, mais à titre personnel. Donc non, je ne mets pas la place des autres. Sinon, ben, bon, qu'ils écrivent leur truc. C'est par exemple une bonne personne. Et c'est plus facile, Pardon? c'est plus facile d'écrire un roman ou d'écrire des chansons pour les autres? Ah, c'est deux choses totalement différentes, avec des objectifs totalement différents, des plaisirs totalement différents. Moi, j'adore la page blanche. J'adore me retrouver devant une page blanche et puis partir en promenade et en voyage à l'intérieur de moi-même, parce que c'est ça que l'écriture, c'est se promener dans son propre corps, dans son propre intellect. Et ça, je trouve ça plutôt passionnant de se découvrir soi-même. Donc oui, moi, j'aime les deux, et c'est deux approches différentes, mais aussi plaisantes. Et justement, alors une question qui est pour les deux, puisque Cécile, vous êtes journaliste et Patrice parolier. Quelle est la part du parolier dans le romancier et quelle est la part du journaliste dans le romancier? Est-ce qu'il y en a un qui influe sur l'autre ou est-ce que vous cloisonnez complètement? Est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre? Je finis, après je passe à part assez, parce que je suis dans l'élan. En fait, la part de l'influence de l'écriture de la chanson, c'est la musicalité des mots et des phrases. Je crois qu'on a, en tant que parolier, au bout d'un certain nombre d'années, acquis la certitude qu'en fait, que la langue est aussi un chant et que la langue doit se chanter en se parlant et en écrivant. Donc il y a ce côté, oui, musicalité des mots qui forcément a un impact sur l'écriture. Pas d'une manière consciente, mais c'est peut-être ça, quand on parlait d'oralité, ça vient peut-être de là, de cette musicalité. Moi, je pense que j'ai gardé une écriture assez journalistique, phrases courtes, si possible, avec une forme d'efficacité, de compréhension simple. Enfin, c'est vrai que quand on est dans le journalisme, et c'est d'ailleurs une des raisons qui faisait que je commençais à me lasser, notamment du journalisme dans l'audiovisuel, c'est qu'on doit faire simple, simple, simple. Parler au plus grand nombre, et voilà. Et du coup, au bout d'un moment, je me sentais un peu frustrée et j'ai eu envie de faire le pas vers la fiction. J'ai gardé forcément cette manière d'écrire qui, je pense, est en train d'évoluer avec le temps, où je me sens un peu plus libre de changer le rythme, de moins être dans une forme d'efficacité, en fait. Parfait. Nous allons conclure parce que ça fait presque 1 heure que nous parlons. On ne va pas être trop long pour nos amis lecteurs. Avant de laisser le mot de la fin à Camille, qui a peut-être quelque chose à dire à ses auteurs, je voudrais vraiment vous remercier, Cécile et Patrice, d'avoir été avec nous pour parler
cuisine, j'avais envie de dire, mais non, parler polar, roman. Vos romans sont fabuleux, je les remontre. Je dis vraiment aux lecteurs qui nous écoutent, qui ne les ont pas lus ou qui veulent les relire, vous pouvez aller en librairie. Alors justement, ce soir, nous avons, comme l'a dit si bien Camille, 3 librairies partenaires, une à Bayonne, une à Rennes et une à Lyon. Alors, notamment à Lyon, c'est une librairie spéciale polar qui s'appelle Un Petit Noir. Je vous conseille d'aller voir vos libraires, d'aller vous jeter sur ces 2 romans. C'est bien pour l'été des romans comme ça, c'est super. Demain, on se retrouvera avec 2 romancières que vous ne connaissez pas. Non, je plaisante. On se retrouvera demain avec 2 romancières de grand talent, Tatiana de René et Frédéric de Gelt, pour un parcours croisé d'auteurs, être ou devenir écrivain. Camille, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos 2 auteurs qui sont là? Oui, moi je suis leur première fan, donc déjà merci d'avoir relevé le défi de cet apéro complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. Et aussi dire à tous les lecteurs que, bon, voilà, il y a eu un gros coup d'arrêt sur tous les salons, etc. Mais Cécile et Patrice, ils sont présents dans les salons et dans le polar, il y a énormément d'événements que je vous invite à consulter et déplacez-vous, venez rencontrer des auteurs pour les rencontrer et poursuivre votre lecture parce qu'un livre, c'est une rencontre et il faut les voir en vrai. Vous avez bien raison. Il faut aller dire aux auteurs qu'on a aimé leur livre. Moi, j'ai beaucoup aimé vos romans. Merci de les avoir écrits. J'ai passé de très bons moments de lecture. Je vous souhaite une belle soirée, bonne continuation et belle route pour vos prochains qui sortent en septembre.